Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce deuxième sujet de la journée. J'ouvre ce cycle de conférences Voyage en biologie humaine, en compagnie de Monsieur Paulo Meda, ancien professeur de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Merci à vous d'être avec nous et de nous éclairer sur ce sujet, pas si simple que ça. Donc, nos tissus. En tout cas, merci et bonne conférence. Merci beaucoup. Voilà, bonjour à toutes. Je suis très content de reprendre ce voyage qui a été interrompu plusieurs fois pour des raisons sanitaires que vous connaissez. Et donc, j'ai pensé de vous rappeler d'abord que lors de notre première rencontre, on a vu comment la vie est apparue sur Terre. Vous voyez que ça fait un bout de temps déjà, ça fait environ 3,5 milliards d'années. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la première cellule qui est apparue. C'est une cellule qui est dépourvue de noyau. Et c'est cette cellule-là qui va donner naissance à toutes les bactéries, y compris celles qui nous entourent en 2021 dans tous les compartiments de notre Terre. Alors à partir de là, ces cellules vont suivre en parallèle deux chemins différents. D'une part, certaines d'entre elles vont perdre progressivement des partie de leur contenu. Elles vont cesser de fabriquer des protéines. Elles vont devenir de plus en plus petites jusqu'à, en fait, à ne sauvegarder que l'ARN ou l'ADN qui était contenu au départ. Et ça, c'est ce qui a formé les virus dont on a parlé dans le deuxième cours. Et puis, parallèlement, d'autres cellules, au lieu de perdre des composants, ont fusionné les unes avec les autres, ont acquis des nouveaux composants pour donner des cellules beaucoup plus grandes, comme vous voyez là. Et ces cellules-là, c'est le départ de notre histoire à nous. Mais cette histoire, d'abord, c'était des cellules végétales. Vous vous souvenez peut-être, lorsqu'on a vu très rapidement l'évolution, que les végétaux nous ont largement précédés à la surface de la Terre. Alors, comment se fait le passage du végétal à une cellule animale et donc progressivement à l'homme? Eh bien, c'est simplement en sélectionnant la quantité et le type d'ADN qui est composé dans chaque cellule. Alors, chez les êtres humains, chacune de nos cellules contient 23 000 gènes. Ça représente à peu près 3 milliards des lettres dont on a vu qu'ils formaient l'ADN. Et à partir de cette première cellule, eh bien, on va former tous les autres types cellulaires. Ceux qui ont vu le deuxième cours se souviendront peut-être que nous avons environ 200 types de cellules différentes les uns des autres dans notre corps. Chacun de ces types de cellules contient toujours les 23 000 gènes, mais ces gènes ne sont pas tous exprimés de la même façon, pas tous au même moment, pas tous pendant toute la vie. Et c'est donc en faisant des sets différents de ces 23 000 gènes qu'on va pouvoir former des cellules très différentes les unes des autres. À peu près 5 000 gènes spécifient chaque type cellulaire. Ça veut dire que si vous allez dans un muscle, vous avez ces 23 000 gènes, mais il y en a à peu près 5 000 qui sont propres au muscle. Et si vous allez dans votre cerveau, vous trouvez toujours les 23 000 gènes, mais il y aura un set de 5 000 gènes un tout petit peu différent. Dans le premier cours, on a vu aussi que beaucoup plus récemment, il y a à peu près 800 millions d'années, les cellules qui au départ étaient isolées les unes des autres vont se mettre ensemble. Et ça, c'est le départ des tissus. Quand on parle de tissus, c'est comme les tissus que vous portez, c'est un ensemble de fils. Pour nous, les tissus, c'est un ensemble de cellules. Toutes les cellules de tous les tissus contiennent toujours les mêmes 23 000 gènes. Ça nous permet de dire que c'est des cellules humaines. Mais simplement, on va différencier un tissu de l'autre par, de nouveau, un arrangement de 1000 gènes à peu près qui sont plus spécifiques. Alors, toute cette histoire va mener à la formation de 4 tissus différents qu'on appelle les tissus épithéliaux, conjonctifs musculaires et nerveux. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est vous montrer quelles sont les caractéristiques essentielles de certains d'entre eux. On va s'intéresser tout d'abord aux tissus épithéliaux et je vous montre ici
vous êtes fait de la taille d'une bactérie ou d'un virus, vous êtes à l'intérieur de votre estomac et vous regardez autour de vous et ce que vous verriez, c'est quelque chose de ce type, c'est-à-dire une couche totalement continue. Ces sortes de pavés, ce sont autant de cellules et vous voyez que les cellules collent les unes aux autres. Il n'y a pas d'espace entre les cellules. Le tissu épithélial, c'est ce qui nous protège. C'est notre première protection vers le monde extérieur. Par exemple, dans cette pièce, il doit y avoir des milliards de bactéries, probablement des trillions de virus, mais normalement, nous n'allons pas tous nous infecter parce que nous sommes recouverts par un épithélium partout. Celui que vous connaissez, c'est la surface de votre peau, l'épiderme. Nous avons dans l'épiderme quelque chose qui est assez similaire à ceci, des cellules qui collent les unes aux autres. Alors, comment ces cellules arrivent à se mettre ensemble? Ici, on a pris en laboratoire quelques cellules de la peau humaine, mais on les a volontairement isolées les unes des autres. Et lorsque vous isolez une cellule, vous voyez qu'elle a une forme un peu comme une boule, qui a des, merci beaucoup, elle a des sortes de cheveux qui sont distribués de façon assez homogène autour de la cellule. Et il suffira d'ajouter une infime quantité de calcium pour que ces cellules, vous voyez, se collent ensemble. Ça se fait en quelques minutes. Et pratiquement instantanément, elles vont aussi changer de forme. Vous voyez qu'elles sont plus rondes, elles sont polygonales. Et puis vous voyez que les petits prolongements, les sortes de cheveux, ne sont pas distribués tout autour de la cellule. Il y a des sortes de lignes où ils sont apparents et d'autres zones de la surface de la cellule sont complètement dépourvues. Alors il suffira de faire l'inverse, c'est-à-dire d'enlever le calcium, et en quelques minutes, ces cellules se séparent. Donc il y a quelque chose que les cellules épithéliales font, elles sont capables de, entre guillemets, lire le calcium, et dès qu'il y a du calcium, elles vont se mettre ensemble. Alors pour comprendre comment ça marche, parce que notre survie, comme vous allez voir dans une seconde, en dépend, vous avez ici deux petits morceaux de la membrane d'une cellule. Alors une des membranes est en blanc, l'autre est en gris, et vous voyez que j'ai mis ces quelques rectangles verts pour indiquer que les cellules épithéliales fabriquent des protéines. Ce sont des protéines que nous appelons intégrales, dans le sens qu'elles passent à travers l'entièreté de la membrane. Lorsque vous mettez du calcium, ces protéines vont s'engrainer. Elles fonctionnent exactement comme les dents de votre fermeture éclair. Un côté de la fermeture, l'autre côté, mes doigts, c'est des protéines, et elles vont s'engrainer de cette façon. Vous fermez la fermeture. Et puis, on va ajouter là du calcium, c'est des petits points jaunes, qui vont en quelque sorte mettre une sorte de colle sur le dent de votre fermeture éclair. Donc ça permet aux cellules de rester ensemble. Si vous tirez sur votre épiderme, la surface de votre peau, si vous êtes en bonne santé, vous ne vous retrouverez pas avec des cellules ensemble parce qu'une cellule va tirer sur l'autre et ainsi de suite. Donc ça permet d'expliquer comment les cellules tiennent ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont changé de forme? Eh bien, elles ont changé de forme parce que la partie de la protéine qui va dans l'intérieur de la cellule est accrochée à des sortes de petits muscles, ce sont les filaments rouges, qui vont tirer sur les diverses parties de la cellule, sa membrane, le cytoplasme, les composants à l'intérieur, pour changer sa forme. Alors, dans la réalité, voilà comment ça se présente. Vous avez ici 5 cellules épithéliales, on les regarde vraiment de face. Vous avez ici la sphère un peu mauve, c'est le noyau d'une de ces cellules. Et vous voyez tout autour de la membrane des points bien séparés les uns des autres. Ce sont les protéines qui vont permettre l'accrochage. Et si vous regardez par exemple ici, vous voyez que ces protéines donnent accès à ces filaments. La cellule va physiquement tirer sur ces petits muscles qui sont à l'intérieur d'elle pour modifier sa forme. Ceci va permettre de faire une barrière quasi continue tout autour de nous et à l'intérieur de nous, comme vous le verrez dans une seconde. Mais vous voyez qu'il y a des espaces entre
une cellule et la cellule voisine, et vous pouvez les voir ici, il y a des sortes de trous noirs. Donc si vous étiez un virus, par exemple, vous passeriez très aisément par là. Et donc on aurait des problèmes de survie assez immédiats. Alors ceci n'est pas le cas parce que les cellules épithéliales vont fabriquer des tas d'autres protéines. Je vous en montre juste une. Et vous voyez qu'ici, on regarde toujours les cellules de face. Vous voyez que cette protéine qui est ici colorée en rouge, elle entoure complètement et sans discontinuité toutes les cellules. Les premières, c'était distribué sous forme de points. Ici, vous en avez tout autour. Et ceci va permettre de fermer complètement un tout fin espace extrêmement mince qui se trouve entre une cellule et la cellule voisine. Alors pourquoi on doit faire tout ceci? Parce que nous vivons dans un environnement qui est extrêmement changeant. Ici, ça pourrait être l'air de Genève. Il peut pleuvoir, il peut faire très sec, il peut faire 48 degrés à l'ombre, il peut faire moins 10. Vous pouvez avoir des bactéries, des virus, vous pouvez avoir peut-être un produit chimique d'un parfum que vous êtes apposé et qui va être toxique pour notre milieu intérieur. Alors ce qu'on appelle le milieu intérieur, c'est juste l'inverse. C'est quelque chose d'extrêmement stable. La température chez nous, elle doit être aux alentours de 36-37 degrés. Si vous êtes à 42 degrés, il ne vous reste pas longtemps à vivre. Tandis que si vous traversez le Sahara, ce sera assez courant. Vous vous souvenez sans doute que nous sommes 75% d'eau. Toute l'eau, elle est là. Et vous pouvez être dans un milieu très sec. Donc l'épithélium, c'est une sorte d'imperméable magique qui va nous permettre de survivre en empêchant à peu près tout de passer. La seule chose qui passe facilement, ce sont des gaz, des petits gaz. Par exemple, si nous respirons, il faut nécessairement que l'oxygène qu'on prend arrive à un certain moment dans le sang pour être distribué dans tous les organes. Alors ceci, ça pose un problème de survie parce que ça veut dire que lorsque vous mangez, tout ce que vous avez eu à votre repas devrait ne pas pouvoir passer à l'intérieur. Si c'était le cas, on serait tous morts. Donc les cellules épithéliales, en plus de faire les protéines pour s'accrocher, pour bien fermer tous les espaces, vont fabriquer des protéines qui vont être sur la partie de la membrane qui fait face au milieu extérieur. Ceci, ça peut être votre tube digestif, puisque si vous ouvrez la bouche, il n'y a pas de différence entre le milieu, l'environnement et ce qui est à l'intérieur de votre tube digestif. Et par ces protéines, elles vont pouvoir absorber les aliments essentiels. Et puis, il faudra qu'elles produisent aussi d'autres protéines pour que ces aliments puissent passer dans le fameux milieu intérieur dont je vous ai parlé. Donc, retenez que le milieu extérieur change tout le temps. Ici, on ne voit juste pas le texte, mais c'est le milieu intérieur qui est très stable. Dans ce milieu intérieur, il y a des tas de structures. Par exemple, des vaisseaux. Par exemple, des glandes. Toutes les glandes sont composées de cellules épithéliales. Et vous avez des cellules épithéliales de différents types selon là où vous êtes. Alors, qu'est-ce qui se passerait si l'épithélium disparaissait? Ou simplement s'il ne pouvait pas fermer ses protéines? Imaginons que vous preniez un bain. Dans votre baignoire, il y a de l'eau. Ici, il y a énormément de protéines dans le sang autour des cellules. Donc, l'eau de votre baignoire, immédiatement, serait attirée à l'intérieur et vous pourriez vivre l'histoire de la grenouille dans la fable de La Fontaine. Il vous resterait quelques secondes pour éclater. Bien entendu, là, il y a aussi toutes sortes de choses toxiques. Par exemple, les UV solaires. Si nous ne mourrons pas à cause d'une exposition au soleil très intense, c'est parce que nous avons un épithélium qui va être capable, en quelque sorte, de les absorber. Et ceci sera vrai pour absolument tout ce qui se trouve autour de nous.
cet épithélium, c'est donc ce qui fait la frontière, vous l'avez compris. C'est quelque chose d'extrêmement performant. Vous avez vu que pas grand-chose passe, sauf si on met des protéines particulières. Mais c'est extrêmement fragile. L'épithélium le plus épais, c'est celui qui est sur votre talon de votre pied. On marche dessus tout le temps. Il s'épaissit pour des raisons mécaniques. Et si vous regardez la taille réelle, c'est plus mince qu'un papier de cigarette. C'est-à-dire qu'en pratique, si je fais ça sur la table, ou si je frotte mes doigts, ben nécessairement j'ai tué un certain nombre de cellules épithéliales. Donc, dans l'organisme, ces cellules épithéliales sont constamment renouvelées. On fait comment? On fait par ce que nous avons vu au deuxième cours, la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire. Et lorsque nous sommes en bonne santé, le nombre de cellules supplémentaires que vous ajoutez par division doit être compensé par le nombre de cellules qui vont mourir par le processus qu'on a déjà vu, c'est-à-dire d'apoptose. Si vous avez trop de mitose, ben vous allez grossir. Si vous avez trop d'apoptose, ben vous aurez un épithélium déficient. Les épithéliums sont de loin la source largement la plus importante de tous les cancers. Vous comprenez maintenant pourquoi, parce qu'ils sont à l'extérieur, soumis aux UV, soumis aux poisons chimiques, soumis à ce que vous mangez de mauvais. C'est eux qui vont le rencontrer en premier lieu. On augmente les mitoses. Et voilà le début d'une histoire auquel on s'attachera si le coronavirus le permet l'année prochaine. Alors, dans un tissu, ces différents processus ne se font pas partout. Ici, c'est une coupe à travers votre épiderme. Le monde extérieur, il est là-haut. Et vous voyez que les cellules en mitose, elles sont tout en bas. Pourquoi on va les mettre en bas? On essaye de les éloigner au maximum du monde externe, de sorte que si vous faites un bronzage excessif, une partie des rayons ultraviolets auront été peut-être absorbés et ne vont pas les muter l'ADN qui se trouve dans les cellules en division. Et puis vous voyez ici, ça c'est à peu près le noyau normal d'une cellule de l'épiderme. Vous voyez qu'à un certain moment, on trouve des noyaux qui sont très aplatis, très noirs. Pourquoi ils sont noirs? Parce que l'ADN est tellement condensé qu'il ne peut plus se déplier. Vous vous souvenez que l'ADN, c'est 2 chaînes qui sont enroulées. Et puis pour se diviser, ben, il faudra les dupliquer, les séparer d'abord, les dupliquer. Là, c'est plus possible parce qu'il est tellement condensé qu'il n'arrive plus à se défaire. Ça, c'est le signe de la mort cellulaire. Et lorsqu'une cellule est morte, ben, elle ne peut plus produire des protéines. Ça veut dire qu'elle ne peut plus faire les systèmes qui permettent aux cellules de laisser ensemble. Et vous voyez ce qui se passe là-haut. Ces cellules font ce qu'on appelle la desquamation. Lorsque vous vous frottez la peau, bah, vous savez que ça devient lisse, simplement parce que vous avez perdu les cellules mortes de surface. Alors, ceci semble très simple, mais c'est assez compliqué. Donc, la cellule qui est sur le bout de votre nez maintenant, elle n'était pas là il y a un mois. Ça prend à peu près un mois pour les cellules de la peau de monter de cet endroit-là à là-haut. Donc, pendant qu'on se parle, tout autour de votre peau, ben, vous avez des cellules qui sont en train de bouger. Vous savez peut-être que notre tube digestif fait à peu près 7 mètres, 7 mètres et demi, ça dépend un petit peu de l'un à l'autre. Il y a des dizaines de milliards de cellules épithéliales qui recouvrent la totalité de ce tissu, ce système digestif. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Tous les dizaines de milliards de cellules épithéliales que vous avez à l'intérieur de votre abdomen n'étaient pas là lundi passé. Pourquoi? Parce qu'elles ont été renouvelées. Il y en a un certain nombre qui sont morts de belle mort et on les a remplacées par la mitose. Alors, ce n'est pas tellement facile de se déplacer dans un épithélium parce que ce m'époumonne à vous démontrer que les cellules sont très accrochées les unes aux autres.
Donc, je vais vous montrer comment elles vont faire pour ce faire. Et ce qu'on va voir ici, c'est une expérience au laboratoire. On était entre autres intéressés à reconstruire de la peau humaine pour des brûlés. Donc, vous pouvez prendre un cheveu sur lequel il y a des cellules souches. On va laisser pousser ces cellules. Et puis, vous voyez cette ligne, c'est simplement, on a passé un bistouri à travers cette peau reconstituée pour faire semblant qu'on a blessé le système. Alors là, en principe, je devrais faire démarrer la vidéo. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que Damien peut me donner un coup de main? Voilà, merci. Et donc, vous voyez que les deux fronts des cellules vont venir côte à côte. Ça, c'est, vous êtes en train de cicatriser une plaie, mais vous voyez que les cellules restent accrochées les unes aux autres. Donc, au deuxième cours, on avait vu qu'on pense que chaque cellule contient à peu près 150, 130, 150 000 protéines. Donc, c'est un travail énorme que ces cellules font parce qu'elles vont devoir décrocher certaines attaches sans perdre les attaches avec les autres cellules, se tirer, refaire les attaches un peu plus loin et ainsi de suite. Système assez compliqué. Comment elles savent où elles doivent aller? Elles suivent une route. C'est la bande jaune-vert que vous voyez là. Cette bande, ce n'est pas des cellules, ce sont d'autres protéines encore que les cellules épithéliales vont placer. Et dans la réalité, elles vont suivre ce cheminement. Donc, c'est vraiment une route. Vous allez de Genève à Lausanne, vous prenez l'autoroute et si vous partez de travers, vous n'arriverez pas à Lausanne. Cette lame, cette structure qu'on appelle la lame basale, sert aussi à accrocher l'épithélium au tissu qui se trouve en dessous, qui est le tissu conjonctif. Pourquoi on doit faire ça? Pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure. L'épithélium, il est extrêmement imperméable, mais il n'a aucune résistance mécanique. Donc, si vous deviez sauter sur uniquement votre épithélium, ben vous auriez très rapidement pas de pied. Donc, ce qu'on va mettre en dessous, c'est un tissu très différent, dans lequel il y a des cellules, mais vous voyez que les cellules ici sont isolées les unes des autres. Tout au plus, occasionnellement, elles vont se toucher par des petits prolongements, mais la plupart sont noyées dans cette forêt amazonienne de lianes et des liens que vous voyez là. Ces cellules, on les appelle les fibroblastes, ça veut dire les cellules qui forment les fibres, et ceci, ce sont toutes les fibres qui forment. Alors, vous connaissez sûrement, si vous regardez la vitrine de votre pharmacien préféré ou votre magazine préféré, esthétique surtout, la plus abondante de ces fibres qui est la fibre de collagène. Alors vous avez ici une image de ce que c'est. Le collagène, c'est une molécule extrêmement grande que ces cellules que vous avez vues dans l'image précédente vont faire. Et vous voyez qu'on va enrouler 3 chaînes de protéines. Vous faites une tresse avec 3 fils. Ça, c'est le collagène. Les fibroblastes en produisent des quantités énormes. Et ils vont d'abord faire une petite tresse, et puis ils vont assembler plusieurs petites tresses, et puis ils vont assembler ces petites tresses dans quelque chose de plus grand, qui sont les fibres collagènes que vous avez vues tout à l'heure. Ici, c'est la même chose, mais vue au microscope électronique, pour vous montrer qu'ils ne mettent pas la protéine n'importe où. Ils la mettent d'une telle façon que vous avez cette sorte de striation très régulière. Pour ceux d'entre vous qui allez skier, vous vous fiez au câble du téléphérique ou du télésiège, c'est exactement la même structure. On ne met jamais un câble d'acier tout lisse. On va faire un câble qu'on va tresser une première fois, une deuxième fois, et puis on va faire un câble. Mais les fibroblastes sont des ingénieurs de téléphérique assez intelligents parce que non seulement ils vont faire la protéine, mais ils vont la disposer de façon extrêmement précise. Comment ils font ça?
Eh bien, on regarde ici des fibroblastes, on regarde à l'intérieur, et vous voyez ces fils rouges, ce sont autant de ces petits muscles à l'intérieur de la cellule. Et le fibroblaste va pouvoir bouger. Alors ici, on a posé un fibroblaste sur un film alimentaire. Vous savez, ces films transparents, assez flexibles. Et vous voyez, quand le fibroblaste se contracte, ben, il va plisser le film. Et quand il se relâche, le film se... Alors, à quoi ça sert qu'il bouge comme ça? Ben, c'est très important. Et là, c'est le moment critique de cette présentation, parce que je vais me lancer dans une démo qui probablement va rater. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont produire la protéine, le collagène, comme vous avez vu, et puis ils vont s'accrocher par des pattes à un des faisceaux, le tirer et l'empiler de façon extrêmement précise au faisceau voisin. J'ai fait la même chose ici avec 2 livres tout à fait normaux, il n'y a pas de colle, mais vous pourrez vérifier tout à l'heure. Et ce que j'ai fait, c'est simplement glisser quelques feuilles des livres par rapport dans les feuilles de l'autre. Et je vous fais passer ça, c'est impossible de décrocher. Il y a simplement des forces physiques qui vont faire que si vous empilez une petite structure l'une par rapport à l'autre, ça devient le câble de votre téléphérique. Alors, ceci est très important parce que l'épithélium est très mince. Donc, vous avez dû vous couper dans votre cuisine ou dans votre atelier. Et normalement, si les fibroblastes sont toujours là, ben en 1 semaine, 10 jours, ils vont pouvoir refaire les fibres collagènes. Ici, c'est une technologie qui nous permet de voir comment ces fibres sont disposées. Vous voyez que c'est assez régulier. Tous les faisceaux sont bien alignés dans le même sens, parallèlement. Et normalement, ceci va aboutir à une cicatrice qui est à peine visible. Mais vous voyez qu'elle est un peu plus claire que le reste, parce que là, vous avez mis un peu plus de collagène. Si maintenant, au lieu de vous couper avec un couteau, vous vous brûlez au point que vous avez brûlé les fibroblastes, ben, ils ne peuvent plus faire ce travail. Il n'y en a plus assez, ou ils fonctionnent anormalement. Et vous voyez que les faisceaux sont disposés dans tous les sens. Il y en a des très gros, il y en a de très minces, et ceci va aboutir à des cicatrices qui peuvent être disgracieuses, mais aussi handicapantes pour diverses raisons. On retourne dans les fibres. Dans cette image, les fibres collagènes, c'est ce que vous voyez en rose. Ce sont des faisceaux assez grands. Et vous voyez qu'il y a des fibres beaucoup plus petites, également produites par les mêmes cellules. Donc ces fibres-là, c'est des cellules à produire des protéines tout le temps. Et c'est des fibres qui, normalement, vont vous permettre d'avoir ce magnifique aspect. C'est-à-dire que si vous tirez sur votre peau et vous relâchez, ben, normalement, ça doit revenir à la situation de départ. S'il vous reste un morceau de peau en main, ça veut dire que le collagène, il n'y est pas ou il est défectueux. Et s'il ne revient pas, c'est ce qui se passe à mon grand âge. Vous voyez ici la situation. Les rides apparaissent quand l'élasticité de notre peau disparaît. Avec l'âge, nous avons moins de fibroblastes. Ils produisent moins de protéines, notamment moins de fibres qu'on appelle les fibres élastiques, qui vous permettent de revenir théoriquement à la situation de départ. Ceci est une réclame commerciale d'une crème qui est soi-disant capable de vous amener de cette situation à celle-là. Je ne vous donnerai pas le nom puisque la firme n'a jamais donné de l'argent pour faire les recherches. Donc, je vous laisse dans le doute et l'appréciation si, avec la crème, vous pouvez instruire les fibroblastes. C'est assez difficile. On retourne, on est toujours dans le tissu conjonctif pour vous montrer qu'entre une cellule et la cellule voisine, vous avez quelque chose qui apparaît ici en rose. Vous voyez que c'est beaucoup plus homogène que les fibres. Mais lorsqu'on va avec d'autres technologies là-dedans, vous êtes dans une autre forêt. Vous avez un très grand nombre de protéines extrêmement différentes. Il y en a qu'on a colorées en vert, en jaune, en mauve, en bleu, etc. Et vous voyez que c'est
complètement enchevêtrée. Ceci, c'est ce que nous appelons la matrice extracellulaire. Vous voyez qu'elle est en dehors des cellules, elle remplit tout l'espace entre une cellule et la cellule voisine. Voilà comment ça se présente, c'est une sorte de gel. Et vous connaissez sûrement la protéine la plus abondante de cette matrice, puisque on peut acheter n'importe quel journal, n'importe quel jour, elle sera dedans d'une façon ou l'autre. C'est l'acide hyaluronique. Alors l'acide hyaluronique, c'est une énorme molécule. Vous devez imaginer un petit peu comme une branche de sapin. Vous avez ici une ligne plus ou moins continue, c'est le bois du sapin. Et puis vous voyez de part et d'autre, il y a les petits ramicules avec qui forment les aiguilles. Pourquoi c'est important? Parce que cet acide hyaluronique va avoir beaucoup de charges négatives. Ceci est dû au type d'acide aminé qu'il utilise pour faire les épines du sapin, si vous voulez. Et dans la nature, on a horreur d'avoir une charge à l'intérieur de nos tissus. Donc, quand vous avez des molécules, il y a beaucoup de ces molécules qui ont beaucoup de charges négatives, on va les compenser en amenant un ion, c'est-à-dire un atome qui a une charge positive. Négatif plus, un négatif et un plus, ça veut dire pas de charge. Si vous mettez une électrode là, vous n'aurez pas de courant. Le sodium, c'est aussi l'atome qui contrôle les mouvements d'eau dans notre corps. Donc, chaque fois que vous amenez du sodium pour se lier à l'acide hyaluronique, vous amenez de l'eau. D'où la composition physique de gel de cette matrice. Et ceci sert à plusieurs choses. D'abord, nous ne sommes pas plats comme une feuille. Nous avons des pommettes plus ou moins saillantes, des joues, vous avez des rides, etc. C'est l'accumulation de cet acide hyaluronique qui va nous permettre d'avoir un volume. Il va aussi nous permettre de faire une sorte d'amortisseur parce que ce gel, vous pouvez le comprimer et puis il va se détendre. Donc, quand vous sautez sur les pieds, la raison pour laquelle vous ne vous fracturez pas systématiquement votre fémur, c'est parce qu'entre les deux, il y a beaucoup de matrices qui va permettre de faire comme un amortisseur de voiture. Cette matrice a encore un autre rôle. Alors, pour vous l'illustrer de façon aussi simple dans une énorme complexité, je vous illustre ici 2 cellules. Il y a tous ces signes, ce sont autant de protéines différentes qui servent à toutes sortes de fonctions. Mais vous savez maintenant que dans l'espace, il y a des fibres, il y a de l'acide hyaluronique, et je vous ai épargné un bon millier d'autres protéines qui se mélangent là. Ces protéines servent de sorte de gare de triage pour des signaux. Par exemple, ceux que je vous représente avec ces flèches jaunes, ils vont s'accrocher à des endroits bien particuliers, pas n'importe où. Et par exemple, un de ces signaux pourrait dire aux cellules, il faut entrer en division. Un autre signal s'accrochera ailleurs et va dire à la cellule, maintenant il faut que tu meures en apoptose. Un autre signal, très important de nos jours, va se fixer quelque part là et va transformer les fibroblastes en cellules adipeuses. Et si vous faites ça, pendant quelque temps, c'est un moment où vous serez peut-être pas du poids le plus idéal qui soit. Donc cette matrice, ce n'est pas simplement un remplissage, c'est aussi un centre de signalisation pour transformer des cellules en des cellules différentes. L'ensemble de l'imperméable épithélium, plus le tissu conjonctif, c'est ce que nous appelons une muqueuse. Nous en avons partout, dans les yeux, dans le tube digestif, dans le système urinaire, j'oublie tous les autres. Et c'est ça qui va nous protéger donc, de l'environnement toxique. Mais quand on est protégé, on ne bouge pas, on est mort. Parce que si un ennemi arrive ici, notre premier réflexe, c'est de partir en courant. Ou peut-être on devra le faire pour chercher de la nourriture.
Et une fois que vous avez ingurgité la nourriture, il faut aussi qu'elle puisse se déplacer à l'intérieur du corps. Donc nous devons passer à un troisième type de tissu, qui est le tissu musculaire. Alors voici une image de votre biceps au microscope électronique. Vous voyez que les cellules ont des formes tout à fait différentes des précédentes. Et vous voyez qu'elles présentent également des striations. Alors, je ne peux pas vous montrer une seule cellule parce qu'elles sont gigantesques. Une cellule épithéliale typique, elle fait 10 millionièmes de millimètre. Donc, vous prenez 1 millimètre, vous divisez par 1 million de parties, vous en prenez 10. Ça, c'est une cellule épithéliale. Les cellules musculaires, ça n'a rien à voir. Par exemple, dans votre bras, vous avez une seule cellule qui va de l'épaule jusqu'à votre avant-bras. Même chose pour la cuisse, etc. Donc, ceci pose un problème parce que c'est inusité en biologie. Comment on va construire des cellules de pareil? Alors, je vous ai mis, ça c'est la même chose, mais vu maintenant en coupe. On a coupé des fines tranches à travers le muscle. Et je vous ai mis ces deux lignes pour vous montrer que la forme globale de ces cellules, c'est à peu près un tube. De nouveau, vous ne voyez pas l'extrémité parce qu'on serait sorti de la cité senior si j'avais dû vous montrer le tout. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que si vous prenez un de ces tubes, vous voyez ces structures ovoïdes brunâtres, ce sont autant des noyaux. Donc il y a deux particularités de ces cellules. La taille énorme et le fait qu'elles présentent chacune plusieurs noyaux. Ça, c'est aussi exceptionnel. Il peut arriver qu'une cellule épithéliale ait deux noyaux, c'est parfois acceptable. Quand elle en a 4, ça veut dire qu'on est déjà dans un processus pathologique, le plus souvent le cas, un cancer. Ici, ce n'est pas le cas. Alors, il nous faut comprendre comment on peut fabriquer des cellules de ce type. On va prendre une cellule souche, c'est-à-dire une cellule qui n'a pas encore des caractéristiques bien précises, et on va la chercher à l'intérieur de la matrice du tissu conjonctif. Je vous ai dit, il y a une réserve de cellules. Cette cellule va se diviser et en exprimant des gènes quelque peu différents, elle va former des cellules souches musculaires. Donc celles-là, elles sont déjà plus conjonctives, elles ne sont pas épithéliales parce qu'elles ont trouvé par un des 7 de 5000 gènes. Mais maintenant, on va devoir les mettre ensemble pour former cette structure, c'est-à-dire cette fibre longue de centimètres avec plusieurs noyaux. Et ici, il y a quelque chose de merveilleux, surtout en 2021, où nous nous levons angoissés tous les matins à cause du Covid. On n'entend que des malheurs des virus, mais les virus ont un rôle essentiel dans notre survie. En effet, la seule possibilité de réaliser ceci, c'est d'exprimer des protéines virales. Alors, n'oubliez pas que la première cellule est née il y a 3,5 milliards d'années. Les virus sont probablement de même âge. Donc, nous avons eu au moins 3 milliards d'années pendant lesquelles nous avons été infectés par des virus. Nous étions peut-être pas encore des Homo sapiens, mais nous étions les premières formes animales vivant dans l'eau puis sur la Terre. Une partie du génome du virus se trouve à l'intérieur de notre génome actuellement. Ceux qui ont pu suivre le deuxième cours savent que si on prend 100% d'ADN, chez vous et moi, on va trouver à peu près 8% de cet ADN vient en fait de virus qui nous ont infectés précédemment. Donc, par merveilleux, une partie de cet ADN est encore capable de fonctionner pour former des protéines qui vont permettre à ces cellules de venir se mettre ensemble. Les mamans si présentes savent qu'elles ont eu leur enfant grâce à un placenta. Et le placenta, c'est aussi un des rares tissus où nous avons des très grandes cellules avec beaucoup de noyaux. Si vous n'avez pas l'ADN viral, vous ne pouvez pas faire les protéines qui vont permettre aux cellules de fusionner. Et donc, en réalité, nous ne serions pas là pour en parler.
Alors, comment on doit imaginer qu'un muscle, ce qu'il fait, ben, vous le savez, il est long comme ça, il se contracte. Si vous levez le bras, vous le contractez, et puis quand vous avez fini, vous relâchez. En gros, c'est à peu près toujours le même principe. Ce qui fait la vitalité d'une cellule, ce sont la construction de protéines. Alors, je vous montre, il y a un nombre incalculable de protéines dans un muscle, mais je vous en ai montré deux, l'une qui est colorée en mauve, l'autre en vert, et vous devez imaginer que ces protéines sont capables de faire ce mouvement. Si vous voulez contracter le muscle, ben vous devez les amener l'une dans l'autre. Si vous voulez relâcher, vous faites l'inverse. Alors, comment ça marche? C'est un processus qui demande de l'énergie. Si vous ne mangez pas, vous n'arriverez pas à finir le match de football. On n'a pas assez d'énergie pour contracter les muscles. Et vous vous souvenez peut-être du deuxième cours qu'on va fabriquer de l'énergie à partir de ce qu'on appelle les mitochondries. Et notre source d'énergie, c'est cette molécule qu'on appelle l'adénosine triphosphate, l'ATP. Dans le cas du muscle strié, il y a beaucoup de mitochondries, donc on va faire beaucoup d'ATP. Et cet ATP va permettre de faire augmenter la concentration de l'ion calcium. La contraction, c'est le calcium qui en est le moteur. Et quand le calcium est là, ben les protéines il va s'accrocher aux protéines. Les protéines vont faire comme ça, c'est la contraction musculaire. Lorsque vous avez décidé d'interrompre le mouvement, le muscle est maintenant contracté, il vous faudra quand même de l'ATP, mais cette fois-ci pour faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'énergie de l'ATP pour faire rentrer le calcium dans des endroits qui n'est pas au contact des protéines musculaires, et puis vous allez relâcher ce muscle. Il y a différents types de muscles. Vous voyez qu'il y en a les cellules, certaines des cellules sont rouges, d'autres sont plus claires, et ça correspond à peu près à la différente coloration de brun. Lorsque vous avez brun très foncé, ça veut dire que ce muscle est capable de fabriquer des très grandes quantités d'ATP. Lorsque c'est très clair, ben, vous en fabriquez très peu. Et donc, vous savez qu'il y a deux types d'efforts très différents. Si vous êtes une championne de marathon, principalement d'origine kenyane, ça aide, eh bien, vous avez surtout des cellules rouges. Les cellules rouges peuvent se contracter pendant longtemps. Je vous rappelle, un marathon, si vous êtes championne du monde, c'est 1h59 et je ne sais plus combien de secondes. Mais vous utilisez surtout les réserves énergétiques qui ne dépendent pas de l'ATP parce que vous fabriquez très peu d'ATP. Si par contre vous êtes un champion d'haltérophilie, vous faites un mouvement extrêmement lent, extrêmement rapide, excusez-moi, mais qui dure très longtemps. Et là, vous fonctionnez essentiellement avec l'ATP. Donc, c'est deux sortes de muscles très différents. Vous ne pourriez pas demander à un champion de marathonien de soulever 30 kilos et vous ne pourriez pas demander à cet athlète de courir le marathon en moins de probablement 8 heures ou je ne sais pas. On passe à un autre muscle ici, assez différent. Vous voyez qu'il a aussi des striations, mais là, je vous ai mis cette ligne pour vous indiquer la forme de cellule. Vous voyez qu'elle est complètement différente. Ce n'est pas du tout la forme tubulaire qu'on avait avant. Et puis, ceci, c'est le noyau. Vous voyez qu'il n'y en a qu'un. Et puis là, vous avez une autre cellule. Il y a un seul noyau. Donc, la forme des cellules est différente et ce ne sont pas des cellules multinucléées. Il n'y a qu'un seul noyau par cellule. Ceci, c'est le muscle qui est à l'intérieur de votre cœur. Alors, je vais essayer de ne pas appeler Damien, si j'y arrive. Voilà. Voici une petite vidéo sur laquelle on a posé des cellules cardiaques. Et à côté, vous avez ici quelques fibroblastes qu'on met là parce qu'ils servent à nourrir ce cœur. Et vous voyez que dans ce cœur miniature, les cellules se contractent. De la même façon que pour le muscle cardiaque, donc il faut du calcium. Mais vous voyez que, ça c'est un autre endroit, elles se contractent toutes ensemble de façon synchrone. Comment ces cellules arrivent à faire?
Je vous schématise ici une cellule, une deuxième cellule. Ça, c'est la membrane. Et vous voyez que lorsque les membranes viennent en contact, cette cellule cardiaque va fabriquer des protéines tout à fait spéciales que je vous ai montrées en bleu. Et à travers ces protéines, on va faire passer le calcium. Vous vous souvenez que le calcium, c'est le moteur de la contraction. Donc, si vous arrivez à faire passer le calcium d'une cellule à l'autre, ben, les deux vont avoir le même appel téléphonique et vont faire la même chose ensemble. Alors, ceci se fait extrêmement rapidement, parce que selon votre état de stress, vous contractez plus ou moins le muscle, mais un cœur humain, c'est à peu près cette taille. Donc, ça représente des centaines de milliers de cellules qui doivent se contracter de façon synchrone. Alors, j'espère que vous allez le voir à cause de la lumière, mais ici, vous avez une sorte de boule qu'on fabrique en mettant ensemble des cellules dans le laboratoire. Et simplement, ce que vous allez voir, une sorte de vague blanche. Chaque fois que vous allez voir du blanc qui va partir de cet endroit, vous allez le voir diffuser très rapidement aux autres cellules. Le blanc que vous voyez, c'est le passage du calcium. Et puis, il y aura une petite phase de latence parce que la cellule doit repomper du calcium et puis ça va se refaire. Voilà, alors vous avez vu la première vague passer, en voici une deuxième, et ainsi de suite. Donc par ce système chimique, on va pouvoir synchroniser l'activité des cellules tout au long du cœur, et ceci est évidemment important pour distribuer le sang. Troisième et dernier type de muscle, très différent. Ici, vous voyez, on n'a pas de striation. Nous l'appelons le muscle lisse. Nous en avons à peu près partout. Depuis la partie profonde de la peau, lorsque vous frissonnez, c'est ça, dans le tube digestif, dans le tube urinaire, dans le tube digestif, dans les poumons, etc. Ce muscle se contracte de la même façon avec du calcium. Je vous montre ici les deux mouvements qu'il fait pour l'instant le long de votre intestin. Il peut soit contracter, mais vous voyez qu'il se contracte de façon très courte à des endroits différents. Ça va servir à mélanger ce que vous avez mangé à midi avec tous les enzymes digestives qui sont en train d'être produits pour digérer le steak, le bout de pain, la salade, etc. Et puis le même tube va avoir des contractions alors qu'il se déplace. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Et ceci va permettre de faire passer, par exemple, les aliments depuis la cavité buccale tout au long du tube digestif. Mesdames, ce mouvement, vous l'avez dans les trompes de Fallope lorsque vous avez produit un ovule qui doit cheminer une vingtaine de centimètres pour arriver à l'utérus. La contraction, c'est toujours dépendant du calcium. La seule différence, c'est que, à la rigueur peut-être de certains yogis indiens, nous ne sommes pas capables de commander ce muscle. Donc pour ça, on va devoir mettre en place un système très compliqué qui nous amène au dernier type de tissu, qui est le tissu nerveux. Alors, dans ce tissu, vous voyez qu'il y a des grandes cellules, un peu comme des étoiles, qui forment des gros prolongements, et puis c'est mêlé dans des tas de filaments plus petits. Alors, vous pourriez me dire, c'est assez semblable au tissu conjonctif. En réalité, c'est très différent. Je vous montre la même chose, mais maintenant en coupe. Vous avez ici la cellule principale du tissu nerveux, qu'on appelle le neurone. Et vous voyez que la plupart de ces filaments, ce sont en fait des prolongements de cette cellule. Ces prolongements sont donc des parties de la cellule, alors que dans le système conjonctif, les filaments étaient en dehors des cellules. Ici, vous voyez également un neurone, mais au laboratoire, on l'a injecté avec un produit vert, simplement pour que vous puissiez voir les différentes parties. Il y a d'abord une sorte de tête chevelue à cette extrémité-là. C'est ce que nous appelons les dendrites. C'est des points de contact entre un neurone et le neurone voisin.
qui vont permettre à deux neurones soit de travailler ensemble, soit au contraire de se dire « toi tu fais une chose, moi je fais autre chose ». Vous avez ensuite une partie ici, plus volumineuse, c'est le corps cellulaire, le noyau, comme dans la plupart des cellules. Et puis tous ces petits points, ce sont tous les organettes dont on a parlé au deuxième cours qui permettent aux neurones de fabriquer des protéines. Et puis ces protéines, on va les transformer dans une grande avenue qu'on appelle l'axone. Et on va les transporter jusqu'à la terminaison, là où cette cellule nerveuse va innerver. Elle peut innerver par exemple votre muscle. Si vous décidez de faire ce mouvement, c'est bien parce qu'un neurone a donné l'ordre de se faire. Mais ça peut être aussi une glande, par exemple votre estomac. Si vous avez avalé une fondue à midi, peut-être que vous êtes dans un état un peu déficient dans la digestion. Il faudra augmenter la production d'enzymes pour dégrader les graisses. Et c'est là que cette information va être apportée. Malheureusement, en tout cas sur l'image ici, je ne sais pas si vous l'avez à l'écran, il y a une petite partie de la légende en bas. C'était pour vous signaler que chacun d'entre nous, on estime que nous avons à peu près 86 milliards de neurones. La moitié sont dans le cerveau et la moelle épinière, l'autre moitié sont le long de votre tube digestif. Il y en a ailleurs aussi, mais c'est les deux grandes concentrations. Et ces neurones sont d'une très grande diversité. Ici, on a utilisé des anticorps qui vont colorer différemment ces cellules. Vous en avez qui sont rouges parce qu'ils expriment une protéine donnée, d'autres verts parce qu'ils expriment une autre protéine, etc. Vous voyez qu'ils se touchent par ces cheveux, les dendrites. Et de nouveau, je suis désolé pour le texte qui est en bas, mais on estime que chacun des 86 milliards de neurones peut fabriquer jusqu'à 100 000 dendrites. Donc, un neurone, 100 000 dendrites. Les dendrites, c'est les points de contact. C'est vous achetez un ordinateur avec différentes puissances. Nous sommes incapables actuellement de construire un ordinateur comme notre cerveau. Multiplier 86 milliards fois 100 000, ça fait pas mal de contacts qui sont possibles. Alors, que se disent les neurones? Les neurones se parlent entre eux de façon électrique. Ici, vous avez une image à très fort grossissement. Nous aurions à peu près la taille d'un virus pour voir ça. Vous avez un neurone avec sa membrane ici, qui entre en contact au niveau du dendrite avec un autre neurone. Et là, on a un système assez similaire à celui que je vous ai décrit pour le cœur, c'est-à-dire qu'on a des protéines qui forment des tubes de passage, et cette fois-ci, on va passer toute une série de ions chargés, certains positivement, d'autres négativement. Et c'est le passage dans les deux sens de ces composants, qui sont des composants normaux de ces cellules, qui vont apporter une charge, négative ou positive, et le courant électrique qui vous permet de vous électrocuter, c'est le passage de charge négative qui va donner l'information. Donc les neurones sont, si vous voulez, des magnifiques centrales électriques qui permettent d'échanger entre leurs divers éléments ces composants. Maintenant, vous avez vu qu'il y a un axone. Et l'axone, il va du corps cellulaire jusqu'à la terminaison, par exemple le muscle. Et là aussi, on va utiliser un courant électrique, mais la distance peut être très grande. Vous savez, par exemple, quand je fais ce mouvement, j'ai donc un neurone qui est parti, j'espère que je l'ai toujours là-haut, qui est descendu dans ma moelle, passé dans le bras, jusque là. Un seul neurone. Donc, ça fait une distance de ce type. Donc, à ce moment-là, il faut avoir un mécanisme qui transporte le courant de façon dynamique. C'est ce qu'on appelle le potentiel d'action. C'est la terreur des étudiants en médecine de première année. Donc, je vais essayer de vous le montrer en 2 clics de façon simple. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans un neurone au repos, vous vous souvenez qu'on a beaucoup de sodium dans la matrice
entre les cellules, il y en a très peu dans la cellule. Le sodium est chargé positivement et par conséquent, si vous en avez beaucoup à l'extérieur, ça veut dire qu'à l'extérieur, vous allez avoir une charge positive. À l'intérieur, négative. Ça, c'est le potentiel que nous appelons de repos. Lorsque vous stimulez un neurone, tout d'un coup, vous ouvrez les canaux et il y a une marée de sodium qui rentre dans la cellule. Vous amenez beaucoup de charges positives et vous voyez que le courant, il monte très rapidement. Ceci est très très court. Si vous regardez ici l'échelle, ça c'est 2 millisecondes. Le temps que je vous dise un mot, c'est déjà terminé. Et ce phénomène va se déplacer le long de tout l'axone. Donc le potentiel d'action va commencer à naître ici, et puis il va se déplacer, comme vous voyez sur cette vidéo, jusqu'à arriver au bout. Maintenant, si vous mettez votre doigt sur une flamme, et que vous êtes normalement constitué, physiquement et psychologiquement, vous enlevez votre doigt immédiatement. Alors il faut s'imaginer que ce n'est pas si simple, parce qu'il faut qu'un neurone qui sent la douleur remonte au cerveau, se connecte avec d'autres neurones qui vont redescendre pour dire aux muscles du bras et de l'avant-bras, il faut tirer. Ça représente quand même quelques 2 mètres de distance ou un peu plus. Donc, on va envelopper cet axone de cellules particulières qui vont former comme une sorte d'isolant, de sorte que le phénomène électrique que je vous dis ne va pas suivre exactement de façon linéaire ce qu'on voit là, mais va sauter d'un endroit du fil à l'autre endroit. Là, il n'y aura pas de dispersion de courant, vous avez vu vraiment du ruban isolant autour de votre câble. Et ceci permet d'atteindre des vitesses de l'ordre de 380 km/h. Si vous avez été chez votre neurologue qui suspectait peut-être une lésion nerveuse, il vous a peut-être injecté, appliqué du courant le long d'un nerf. Et la première fois, en tout cas, en général, on blesse le neurologue parce qu'on ne s'attend pas à la vitesse de la décharge. Donc, votre neurone, il signale électriquement. Ceci, c'est pour signaler aux autres neurones. Ça, c'est pour ramener le signal aux effecteurs, les muscles, les glandes, etc. Mais les neurones sont aussi des usines à fabriquer des protéines. Il y a donc une signalisation chimique. À l'intérieur du noyau, les petits points verts sont autant d'accumulation de protéines que le neurone est en train de fabriquer. Et on va les transporter dans cet axone de la même façon que nous avons vu au deuxième cours le transport d'autres protéines. Je vous montre ici un neurone. Vous voyez ici le corps de la cellule. Vous voyez ici les bras. Et tous les petits points blancs sont autant de petites vésicules qui contiennent des protéines. Et vous voyez ici la mise en route. Vous voyez ces petites vésicules qui vont être transportées. Le neurone, il a, comme le fibroblaste, si vous voulez, des sortes de petits muscles intracellulaires qui permettent à ce transport de se faire. Lorsqu'on arrive au bout, voilà ce qu'on voit. On voit les petites vésicules qui contiennent des différentes choses. Ça peut être des hormones. Par exemple, puisque l'audience est très féminine aujourd'hui, et si vous avez allaité vos enfants, c'est grâce à la prolactine, l'hormone qui permet de produire le lait. C'est une des neurohormones produites dans notre système central. Pour contracter les muscles, nous utilisons d'habitude l'acétylcholine. Ce n'est pas une protéine, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur. Et si vous êtes addictive aux jeux de hasard, vous savez probablement que vous avez un excès de dopamine. Donc, chaque neurone produit un nombre incalculable de différents produits qui arrivent à l'extrémité terminale sous forme de vésicules. Les vésicules vont fusionner à la membrane, ce qu'elles contiennent se libère
et va maintenant agir sur le muscle, la glande, votre peau, les différents organes. Et pour ce faire, il faut que le potentiel d'action, c'est-à-dire le signal électrique, arrive pour déclencher cette fusion. S'il n'y a pas de potentiel d'action, le neurone fabrique les protéines, mais les protéines vont rester en attente à l'intérieur du neurone. J'aimerais vous laisser sur un dernier concept qui est le suivant. Donc tout ce qu'on a vu aujourd'hui existe chez nous, mais il existe dans la plupart des animaux vivants à ce jour. Ils ont essentiellement les mêmes cellules épithéliales, il y a quelques différences. Ils ont essentiellement les mêmes cellules conjonctives, les mêmes cellules musculaires et surtout les mêmes cellules nerveuses. Et ces deux individus que vous avez là, nous savons depuis quelques années maintenant qu'en fait, ils partagent pratiquement la totalité de l'ADN est le même chez l'homme et le chimpanzé. Pourquoi on s'intéresse au chimpanzé? Parce que c'est un de nos plus récents ancêtres dans l'évolution. Or, si on est sûr que les chimpanzés se parlent, si on est sûr qu'ils peuvent fabriquer un certain nombre d'instruments, on n'a pas encore vu des fusées spatiales qui arrivent à se mettre en orbite autour de la Terre, on n'en a pas qui ont vraiment écrit des partitions de Bach, ni écrit la recherche du temps perdu. Et donc se pose la question, puisqu'on a les mêmes structures dans le tissu, pourquoi le fonctionnement est si différent, puisque l'information génétique est essentiellement la même. Alors quand on s'est intéressé à la question, on a regardé d'abord la taille, par exemple ici du cerveau. Alors vous voyez que bien entendu notre cerveau à nous, il est considérablement plus grand que celui d'un chimpanzé, mais surtout vous voyez aussi que la surface est beaucoup plus irrégulière dans un cerveau humain. Et en plissant, on peut mettre beaucoup plus d'informations dans l'espace qui est restreint, au sein du crâne. Et puis on regarde des régions particulières. Ça, le rouge, c'est ce qu'on appelle le lobe préfrontal. C'est juste derrière votre front. Si vous êtes un artiste, c'est là que ça se déroule essentiellement. Si vous avez une émotion positive ou négative, c'est surtout les neurones qui sont là qui vont se teindre. Et vous voyez que cette zone est beaucoup plus développée chez l'homme que chez le chimpanzé. De même, bien sûr que les chimpanzés sont capables, on peut être dressé pour dire un ou deux mots, mais ils ne sont pas capables d'avoir une grammaire comme vous pouvez faire dans laquelle vous allez introduire des finesses extrêmement subtiles selon le sens que vous voulez donner à la pensée. Alors, vous savez que maintenant, à l'aide de machines, on peut relativement rapidement et à peu de frais, disons 1 millier de francs, séquencer l'entièreté de votre génome ainsi que celui du chimpanzé. Et donc, ce qu'on a vu très récemment, c'est qu'il y a 49 régions qu'on appelle des régions accélératrices de l'humain. C'est un peu grandiloquent de le dire comme ça. Ce sont des toutes petites régions de l'ADN. Vous vous souvenez que l'ADN, c'est une série de lettres. Et chacune de ces régions, ça représente 18, 15, 18, 20 lettres. Par exemple, dans la région qui est ici, voici une de ces 49 régions, et vous voyez qu'elle diffère uniquement par les 4 lettres qui sont en bleu. Donc, il y a des infimes différences, et c'est pour ça que nous partageons 99% de la séquence d'ADN avec le chimpanzé. Mais il se fait que lorsque vous faites ces changements minimes, eh bien, vous allez activer des gènes qu'on appelle interrupteurs. Le monsieur qui nous enregistre, il a des multiprises sur chacune d'entre elles. Avec un seul interrupteur, il peut me couper la caméra, la vidéo, peut-être le son. Donc le gène interrupteur, c'est un gène qui vous permet en un clic, hein, c'est le cas de le dire, de faire plusieurs choses. Et il se fait que les gènes qui sont activés, ce sont justement les gènes qui activent la croissance des neurones ou qui vont faire que chaque neurone va produire plus de dendrites. Maintenant, la question est de savoir pourquoi nous avons ces gènes. Et donc, on s'est intéressé au début, nos prédécesseurs, il y a
une centaine d'années, se sont dit, on va étudier quand le cerveau de l'homme commence à se séparer de celui du singe. Et la ligne bleue vous indique que ça, c'est des milliards d'années. Je suis désolé de nouveau pour les légendes du bas qui ne paraissent pas. Mais vous voyez que la croissance n'est pas linéaire, ce n'est pas un mouvement constant. Et en fait, il y a 3 phases ici, là, où la vitesse de croissance de ce cerveau explose. Pourquoi est-ce qu'elle explose là? On va parler à nos amis paléontologues et géologues, et ils nous disent, mais c'est drôle parce que c'est à ce moment-là que l'activité volcanique était la plus intense au niveau de la Terre. Je vous ramène à notre première rencontre. Je vous avais, et j'espère, expliqué que les volcans, c'était la source de notre vie. C'est grâce aux volcans que nous avons de l'eau sur Terre. C'est grâce aux volcans que nous avons des éléments qui n'existaient pas sur Terre, le fer par exemple. Il nous vient des entrailles par les éruptions. Et puis surtout, quand vous avez une éruption volcanique, vous avez de la radioactivité. Et la radioactivité, c'est le système le plus simple si vous voulez induire des mutations dans de l'ADN. Vous allez en vacances à Tchernobyl et je vous assure que vous aurez des multiples mutations. Donc, on imagine que lorsqu'il y a eu ces éruptions volcaniques, il y a eu des produits radioactifs qui sont venus, qui ont pu changer l'une ou l'autre des lettres de l'ADN du singe, qui nous ont transformés en hominoïdes. Et puis, il y a eu des températures différentes, il y a eu des humidités différentes, il y a eu des sels différents qui étaient autour de nous. Tout ceci va entraîner des changements de l'ADN et ce qui nous amène au changement du cerveau. Donc, j'aimerais vous laisser sur une pensée qui n'est pas scientifique, mais néanmoins poétique, de quelqu'un que vous devez connaître. C'est qu'en mettant ces choses, on arrive petit à petit à comprendre pourquoi nous avons une empathie que peut-être d'autres animaux n'ont pas, des capacités d'abstraction que sûrement d'autres animaux n'ont pas. Voilà, je vous remercie pour votre attention et s'il y a des questions, je les prends très volontiers. Vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires? Oui. Ah oui, merci. Les os. Moi, dans ma tête, il y avait le tissu osseux aussi. Non, les os, c'est encore autre chose. C'est un mélange des différentes cellules qu'on a vues ou Alors, tout à coup, j'avais proposé à la Cité Senior de donner 6 heures de cours par jour pendant un mois. Ah oui. Et on me l'a quelque peu interdit. Donc, je vous ai mis les grands chapitres. Bien sûr. En fait, un os, c'est un tissu conjonctif un peu spécial. C'est-à-dire que les cellules de l'os sont séparées les unes des autres. Elles fabriquent énormément de collagène, exactement comme on a vu. Elles fabriquent une quantité colossale de matrices. La seule différence, c'est que la matrice de l'os devient calcifiée. C'est-à-dire que sur les innombrables protéines qui sont là, on accroche du calcium et du phosphate, et c'est ça qui donne la dureté. D'accord. Donc, dans les tissus conjonctifs, notamment, il y a des tissus qui nous semblent un peu bizarres. Par exemple, le sang, c'est un tissu conjonctif également. Pourquoi? Parce que les cellules sont isolées, elles peuvent se toucher parfois, et si vous vous coupez un doigt, normalement, elles doivent coaguler, et puis vous avez un petit caillot. Le caillot, c'est des amas de fibres. Donc, c'est simplement un tissu conjonctif un peu spécial qui se promène. Le tissu graisseux, ce sont des cellules conjonctives. Donc, comme je vous ai dit, à l'intérieur de ces tissus, la plupart des cellules sont des fibroblastes qui vont faire les fibres, etc. Mais il y a des cellules qui ne sont pas encore déterminées, qui pourront prendre différents cheminements, dont, entre autres, l'os. Très bien. Donc, à partir des familles principales de tissus présentés, eh bien, effectivement, il y a des variations sur le thème. Ah, voilà. J'avais jamais compris ça. Merci beaucoup. C'est la même chose pour les épithéliums. Il y a des épithéliums qui sont là dans la cornée, qui me permet de vous voir. Il y a un épithélium extrêmement fin
Si vous allez dans votre plan des pieds, il est quand même plus épais. Plus épais au niveau cellulaire, mais comme on a dit, ça reste quand même des tissus qui n'ont pas de résistance mécanique. La résistance mécanique est entre autres dans les os, les cartilages, qui sont autant de tissus conjonctifs. Merci beaucoup. D'autres questions? Eh bien, si ce n'est pas le cas, j'espère que M. Coronavirus nous permet de nous rencontrer d'ici un petit mois, où on verra l'association de ces différents tissus pour former l'un ou l'autre système d'organes de notre corps. Voilà, merci, bonne soirée et à bientôt. Merci d'avoir assisté à cette animation de Cité Senior. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et de laisser un like et un commentaire si elle vous a plu. Au plaisir de vous revoir tout prochainement.